Nous voici propulsés au cœur d'une lutte de pouvoir. De chaque côté du trône de France, un parti tente de s'accaparer celui-ci. D'un côté, le frère du roi de France, du nom de Louis d'Orléans, chef du parti des Armagnacs. De l'autre se trouve le nouveau duc de Bourgogne, le fils de Philippe de Hardy, Jean sans peur. Et au centre, sur le trône, un roi fou incapable de gouverner. Bref, une bonne situation de merde pour le royaume de France. C'est donc dans ce joyeux contexte qu'évolue Jean sans peur. D'ailleurs, pourquoi sans peur ? Eh ben ça vient de sa jeunesse. Du temps de son père, il y a eu le roi de Hongrie qui avait appelé à la croisade, car son royaume était menacé par la progression des Ottomans. Les princes d'Occident se réunirent donc en une armée. Jean y remplaça son père qui était plutôt bien occupé, comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents. Jean donc commanda le contingent français, dont il ne parvient hélas pas à modérer l'impétuosité. Résultat, la campagne se termina par une bataille désastreuse où les croisés furent vaincus par le sultan. Ce fut lors de cette défaite que Jean, lors de son combat désespéré, gagna son surnom de Sans Peur. Ce qui ne l'empêcha pas malgré tout de se faire capturer et foutre en tôle. Papa Fifi devant payer la rançon s'élevant à plus de 100 000 florins. Mais bon, ça empêcha pas Jean-Jean d'être reçu et acclamé une fois rentré à la maison comme s'il avait vaincu les Ottomans. Bref, revenons au conflit entre Armagnacs et Bourguignons. Au départ, le conflit entre le frère du roi et Jean-Jean prend la forme de querelles de cour d'école. Louis d'Orléans change son blason en y ajoutant un gourdin pour frapper les Bourguignons sur la tête. En réponse, Jean sans peur adopte sur son blason un rabot pour raboter le gourdin. Il ira même jusqu'à distribuer des copeaux d'argent, dits rabetures, un peu partout dans Paris, histoire de bien faire passer le message. Mais Louis d'Orléans va passer à la vitesse supérieure, en faisant exclure Jean sans peur du conseil de régence. Ce fameux conseil qui devait administrer le royaume en lieu et place du roi, étant donné qu'il était complètement maboule. Mais Louis va plus loin, il achète le Luxembourg, avec l'argent du royaume, mais ça c'est un détail, avec pour seul et unique but d'empêcher Jean sans peur de pouvoir réunir les Flandres directement au duché de Bourgogne, permettant ainsi à Jean-Jean d'avoir un duché d'un seul tenant. Alors là, pour le coup, il voit rouge le Jeannot, et il décide d'organiser l'assassinat de Louis d'Orléans, le frère du roi. Ça serait dommage qu'il arrive, disons, un accident, comme glisser sur un couteau qui atterrirait dans sa nuque. Et c'est exactement ce qu'il fait le mec. Il le fait suivre, il organise un traquenard quand il sort de chez sa maîtresse, et là, il lui débaroule à 15 sur le dos et le transperce façon poinçonneur des lilas. Alors là, Jean-Jean, il aurait pu mettre ça sur la faute des rues de Paris, qui étaient pas très sûres, etc. Et l'autopsie que j'ai menée a conclu à une attaque de loup. Ouais, des loups avec des épées, ouais, c'est super dangereux les bois en ce moment, n'y allez pas. Mais le mec, il va s'en vanter ouvertement. C'est ainsi que débute en France une guerre civile extrêmement grave entre le parti du frère du roi qui a été assassiné, appelé le parti des Armagnacs. Ouais, parce que le fils de Louis d'Orléans, il réclame vengeance auprès de son beau-père, qui est comte d'Armagnac, et qui va donc prendre le truc en main avec d'autres puissants nobles du royaume de France. Bref. Et de l'autre côté, donc, vous avez le parti des Bourguignons. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Jean-Jean va commencer à se faire bâtir la plus haute tour civile de Paris. Il faut dire que dans une ville faite de maisons de bois culminant à environ 10 mètres, sa tour de pierre atteint plus de 20 mètres, ce qui fait que depuis son bureau, il pouvait voir le tout Paris. De par la construction de cette tour fortifiée, il affirme son pouvoir, car c'est lui qui a la plus grande, car c'est lui qui a la plus grosse. C'est là qu'on voit que la nature humaine ne changera jamais. Bien entendu, inutile de vous rappeler une fois de plus qu'on est en pleine guerre de 100 ans face à ces messieurs les Anglois qui vont en profiter grandement. Surtout que Jean sans peur ne peut pas se fâcher avec les Anglais, car s'ils stoppent leurs importations de laine en Flandre, c'est toute la Flandre qui va se lever contre le duc de Bourgogne. Impératif économique oblige. C'est ainsi que lors de la bataille d'Azincourt, le duc de Bourgogne n'intervient pas pour aider l'armée française à repousser l'envahisseur anglois. Autant vous dire qu'à cette époque, les Bourguignons sont vraiment considérés comme des... non. Enfin, oui, mais à l'époque, on disait plutôt félons. Résultat des courses, les Anglais finissent par entrer dans Paris et Jean sans peur devient le maître de la ville depuis sa tour. C'est là que le fils du roi de France fou, le futur Charles VII, se met à grave flipper sa race, comme on disait en ancien François. Parce qu'il a parfaitement pigé que si les Bourguignons sortent de leur neutralité et font officiellement alliance avec l'Angleterre, la guerre de 100 ans sera perdue pour la France. En conséquence de quoi, il change de stratégie, le petit Charlie. Il finit par mener des tractations avec les Bourguignons pour proposer une paix avantageuse, et finit par organiser une rencontre avec Jean sans peur.
La rencontre finit alors par se faire sur un pont. Les deux parties s'avancent, Jean sans peur met un genou à terre en signe de respect face au jeune dauphin, héritier du royaume de France. À ce moment-là, l'un des gardes du roi de France saisit alors sa hache et... Il se met frénétiquement à défoncer le crâne de Jean-Jean. Non mais sérieux, c'est très inconvenant les coups de hache en pleine mouille, surtout en pleine négociation de paix. Ainsi mourut donc Jean sans peur, à la suite d'un joli petit traquenard organisé par un gamin d'à peine 16 ans. Pour le coup, il aurait dû avoir peur, Jean sans peur.